Bonjour, bienvenue sur les conférences qui pensent. On va attendre tranquillement, il est 12h25. On est installé tranquillement. Je crois que Ludovic est du côté de Bordeaux. Nous avons Laure Guerriot qui nous a rejoint aussi, qui est installé pas très très loin de chez Mickey, je crois. Et moi qui suis en Corse. Non, je rigole, c'est pas vrai. J'aurais aimé être en Corse. Bientôt les amis, ça arrivera. Je suis dans la capitale de la Gaule, la nouvelle Gaule, hein, pas l'ancienne Gaule, je vous rassure. Voilà, donc Émeric nous a rejoint, super, bien vu. Merci à toi d'être là, Émeric. Je vois que vous avez coupé votre micro, n'hésitez pas, si vous voulez parler un petit peu avant, faire connaissance avec notre invité, Ludovic Arga. Voilà. On va parler de l'animal Arga. C'est un animal protéiforme. Hein. Il a à peu près 75 conférences à son actif. Donc, il a un petit peu roulé sa bosse sur le sujet. Et il a entrepris une sorte d'évangélisation de ce pays, de cette Gaule. Voilà. Et il a pris son bâton de pèlerin et je crois qu'il ne s'arrête jamais. Donc, on le remercie de prendre le temps nécessaire pour nous acculturer avec quelques éléments qui va pouvoir nous transmettre sur ce qui va se passer dans l'immobilier pour l'aspect environnemental. Je pense que vous le verrez, Ludovic, on l'a aussi choisi parce qu'il a... alors, certains diront on est des cyniques, on joue les Cassandres, mais il a un vrai sens de l'humour, vous verrez ça. Je pense que les âmes sensibles, abstenez-vous quand même, parce que, je vous le dis très franchement, c'est des sujets qui sont pas forcément évidents de prime abord. C'est des sujets qui sont rapidement anxiogènes. Voilà. Je veux pas faire fuir, je veux pas casser l'ambiance, hein, mais je veux juste dire les choses telles qu'elles sont. Et à contrario, je veux aussi dire que voilà, on est dans une logique de débat, on est dans une logique d'apprendre l'un de l'autre. Donc, il peut y avoir des positions tranchées parfois, c'est normal, ça génère beaucoup de positions assez vives. Mais voilà, on va le faire tout ça dans une logique de respect et d'idée d'apprendre ensemble sur cette troisième conférence qui pense. Je vous rappelle que la première, c'était sur l'audit énergétique, il y a 3 mois de ça. La deuxième, on a parlé des commissions avec l'ami Olivier Pournot. Et aujourd'hui, donc avec Ludovic Arga, sur toute la partie environnementale liée avec l'immobilier, les conséquences du réchauffement climatique. Je vous fais un petit heads up, hein, le 12, je ne vous dis pas ça, c'est ma fête, hein, mais dans un mois, un peu moins, il y aura Alain Le Tailleur du groupe Sologie qui sera avec nous pour analyser le marché. Et puis, je ne veux pas vous dévoiler tout le monde, mais quand même, on a Henri Bussicazo, qui est l'ancien président de la FNAIM, qui sera avec nous aussi à la rentrée et qui sera suivi par Bernard Cadot, l'ancien président d'Orpi. Oui, on a du beau monde, hein, vous voyez, on ne rigole pas trop. On a des beaux interlocuteurs qui viennent dans les conférences qui pensent. Et on terminera en novembre avec Sébastien Tedesco, qui nous a fait le plaisir de valider sa participation. Voilà, alors il est 12h29, j'espère que tout le monde est là et je voudrais maintenant déjà commencer à peut-être donner la parole à Ludovic. Donc Ludovic, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, Ludovic est expert climat. Voilà, il a au sein des Shifters et au sein du groupe Orange des responsabilités importantes puisque c'est lui qui, on va dire, triture les chiffres et puis valide et se fait un peu l'avocat du diable sur toutes enfin, il va nous expliquer ce qu'il fait exactement, mais disons que voilà, il prend pas tous les éléments à la légère, il les prend même assez sérieusement et il va pouvoir distinguer un peu le vrai du faux. C'est aussi le but, hein, qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ces thématiques-là. Donc j'ai assez parlé et je vais lui laisser la parole maintenant. Ça y est, je casse tout.
Si je casse mes lunettes, je suis mal parti. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, moi, voilà, je suis Ludovic Arga. Donc, j'ai 2 vies en réalité. J'ai une vie professionnelle dans un grand groupe télécom sur lequel je travaille à sa stratégie et sur lequel je joue le rôle de plus en plus de conseiller scientifique. Dit autrement, quand on fait un plan de bataille, l'une de mes missions, c'est d'essayer de challenger si le plan de bataille est à peu près dans les bons ordres de grandeur des engagements que l'on a pris en termes de réduction de baisse de nos émissions. Bon, alors, dit autrement, je suis l'emmerdeur, puisque grosso modo, on n'est jamais à la hauteur. Ça, c'est le jour. Mais la nuit, je fais d'autres trucs. J'ai rejoint une association qui s'appelle Les Shifters, qui est une association de 23 000 bénévoles qui sont plutôt des salles capitalistes CSP+, puisqu'on est grosso modo à peu près tous ingénieurs là-dedans. L'objectif, c'est de servir un groupe de réflexion, un think tank qui s'appelle le Shift Project. Nos interventions ont un objectif, c'est de contribuer à mettre dans la société civile des propositions qui sont dans la nature des bons efforts à faire pour éviter que ça se passe trop mal. Voilà. Le cœur de notre association, c'est la rigueur scientifique. Voilà. On a tous des opinions et on essaye tous de les mettre de côté par rapport à l'état des connaissances au niveau mondial sur les sujets qu'on va traiter. Voilà. Ça, c'est notre doctrine, c'est un point extrêmement fort qui nous dit tous. Alors, comme je connais Olivier, et que je connais même d'autres personnes dans son entourage, puisque je travaille avec son épouse de temps en temps, on s'est dit, tiens, on pourrait faire un truc. Et moi, ce que je me suis dit, tiens, le secteur de l'immobilier, vous allez ramasser en termes de contraintes réglementaires, ça c'est un premier point. Vous allez ramasser en termes de contraintes climatiques, parce que les trucs dans le secteur dans lequel vous êtes, c'est à l'extérieur, et malheureusement, à l'extérieur, ça ne va pas bien se passer. Et en même temps, grosso modo, comme tout le monde, vous êtes dans votre bouillon du quotidien et vous ne levez jamais la tête, ou pas beaucoup la tête. Et en conséquence, vous passez à côté du petit sujet climat. En tout cas, j'espère que vous n'y passez pas à côté, mais il est probable que vous fassiez comme moi il y a 3 ans, puisqu'il y a 3 ans, moi j'ai découvert le sujet, je me suis pris une grosse baffe dans la figure. 4 ans. Donc l'idée, c'est simplement de vous donner l'état des connaissances et ce qui va arriver. Alors, potentiellement, il faudrait faire d'autres séances. On va faire quelque chose de rapide aujourd'hui parce qu'on peut y passer des semaines dans cette affaire-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre problème est extrêmement simple. Tant que nous utilisons des énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz, nous augmentons la... Est-ce qu'on voit ma souris là ou pas? Non. Non? On augmente le petit... Là? Oui, on la voit, oui. Voilà. Donc, tant qu'on utilise des machines qui utilisent du charbon, du gaz et du pétrole, ça augmente la quantité de gaz à effet de serre et ça a 2 conséquences majeures. Ça augmente la température et ça augmente la quantité d'eau dans l'atmosphère. Et ça, c'est fondamental parce que ça pose un très gros problème. Le plan de bataille que l'on a est assez simple, mais surtout, on a un constat de départ qui est aujourd'hui 80% de l'économie mondiale est basée sur ces 3 sources d'énergie, pétrole, charbon, gaz. Donc, le problème, c'est ces 3 trucs-là. Ces 3 trucs-là sont utilisés dans 80% de l'économie et il faut qu'on s'en passe le plus rapidement possible. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on n'a pas commencé à baisser l'utilisation de ces 3 trucs-là. Ce qui va poser 2-3 problèmes. Et en réalité, les énergies fossiles, ça a permis de faire un truc, c'est de changer complètement d'échelle en l'espace de 200 ans. Il y a 200 ans, ou il y a même 150 ans, on mettait 1 semaine pour faire Bordeaux-Paris. On met 2 heures. Voilà. Et tout marche pareil. Et ces énergies nous ont permis d'avoir le monde que l'on a, la santé que l'on a, l'alimentation que l'on a, tout ce que l'on a en réalité. Et il va falloir qu'on s'en passe quand même. Alors pourquoi il va falloir qu'on s'en passe quand même? C'est parce qu'en l'espace de quelques années, ça c'est simplement l'évolution des températures mondiales sur 10 000 ans. D'accord. On avait l'ère interglaciaire, la période interglaciaire, où grosso modo le climat était stable. En l'espace de 200 ans, on est parti de ça et on est monté à ça. Et le graphique est à l'échelle. La trajectoire sur laquelle on est, c'est qu'avant la fin du siècle, on aura pris ce mur-là. Si nous ne sommes pas sérieux dans les actions à engager, ce n'est pas écrit. On a aussi le droit de ne pas choisir le mur. D'accord ?
Donc voilà, en réalité, l'objectif dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre, donc se passer charbon, pétrole, gaz, c'est éviter de se prendre ce mur-là. Alors concrètement, ce mur-là, c'est quoi? En réalité, ça détraque le climat et ça crée des événements qui sont extrêmes. D'accord? Un événement extrême, c'est dur à quantifier. Ouais, une grosse tempête, une grosse machin, bof, je ne sais pas trop. Eh bien, en réalité, on commence à voir des choses et on commence à voir des choses en Arctique et en Antarctique. Par exemple, ces scientifiques-là, au mois de mars, se sont amusés à se prendre en photo en maillot de bain. Sauf que normalement, au mois de mars, en Antarctique, il fait moins 50 degrés. Et ce jour-là, il faisait moins 11 degrés. Dit autrement, ils avaient des températures de 40 degrés au-dessus de la normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, quand vous avez un jour où la température moyenne est à 15 degrés, eux, ils auraient eu 55. C'est ça, les chocs climatiques que l'on va se prendre. L'Antarctique est simplement en avance par rapport au reste du monde. Des choses qui n'ont jamais été vues auparavant. Pour une raison simple, jamais les gaz à effet de serre n'ont été aussi concentrés dans l'atmosphère depuis 3 millions d'années pour le CO2. Et l'humain n'ayant que 2 millions d'années d'existence, l'humain va connaître des conditions météo qu'il n'a jamais connues, y compris Lucie. Le plan de bataille international pour que ça se passe pas trop mal, c'est soit un scénario où on est en émission de gaz à effet de serre très bas ou bas. Ces deux scénarios-là nous permettent de rester dans une zone où on peut à peu près garantir, mais ce n'est pas certain, la continuité de la civilisation. Alors, je ne parle pas de l'espèce humaine, de la civilisation, dit autrement de société organisée. Le scénario SSP2, juste celui-là, d'accord, ne permet pas de garantir. Bon, les autres, on n'en parle même pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on fait des scénarios de baisse d'émissions qui sont extrêmement rapides, extrêmement ambitieux, donc les scénarios très bas et bas, ça permettra de stabiliser le climat à l'horizon 2100. Tous les autres scénarios où on est au-dessus ne permettent pas de stabiliser le climat et le climat va dériver pendant des siècles. Dit autrement, vous avez vécu, et ça c'est déjà écrit, ce graphique-là le montre, en réalité celui-là, même dans un scénario très bas, l'année que vous avez vécue l'an dernier était l'année la plus clémente d'un point de vue climatique du reste de votre vie. Et ça marche aussi pour vos enfants et vos petits-enfants. Pour des raisons physiques, parce que le CO2 reste extrêmement longtemps dans l'atmosphère. Donc, le climat que vous avez connu il y a 10 ans, ou même cette année, il est perdu pour toujours, au sens vie humaine. Pour l'humanité, c'est un autre sujet, parce que ça dure plus longtemps, ce truc-là. Mais là, c'est fini. C'est perdu. Conséquence de trucs perdus, par exemple, La Rochelle n'existe déjà plus. On peut négocier un truc qui est, est-ce que La Rochelle existe en 2100, en 2200 ou en 2300? Ça, c'est encore négociable. Par contre, ça ne tiendra pas en 2400, c'est déjà mort. La fonte des glaces, c'est parti. Voilà. On peut négocier. Si on fait des efforts, La Rochelle peut vivre encore 100 à 200 ans, mais ça ira pas plus loin. Mais si on n'est pas sérieux sur la baisse de nos émissions, bah La Rochelle, de toute manière, ça tiendra 100 ans et pas plus. Bon, ça marche aussi avec Biarritz. Hein, bon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière les dynamiques climatiques, on a une dynamique de physique et de biologie. Ça, c'est la carte du monde où certains jours par an, on se retrouve dans une situation où l'espèce humaine n'est plus adaptée aux conditions climatiques pour vivre. Dit autrement, ça fait des morts parce qu'il fait trop chaud et trop humide. Dans une trajectoire optimiste, c'est-à-dire si l'intégralité des États respectent les accords qu'ils ont signés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est la carte suivante que je vais vous montrer. D'accord? Donc, c'est un scénario optimiste à date. D'accord? En réalité, beaucoup de monde vont se retrouver dans des zones inhabitables. Donc, comme j'ai affaire des agents immobiliers, conseil immo du jour, si vous avez une résidence secondaire en Indonésie, ou vous vendez des choses en Indonésie, vous pouvez les vendre tout de suite.
parce qu'en réalité, la zone deviendra totalement inhabitable à l'espèce humaine si on continue sur la nature des efforts que l'on fait et qu'on n'accélère pas les efforts. Bon, ça marche pareil pour l'Inde, c'est pas grave, ils sont pas très nombreux. Ça marche pareil pour la Chine, c'est pas grave, ils sont pas très nombreux, ils fabriquent presque rien pour nous. Donc, dit autrement. Nombreux, mais tu es un peu cynique là, notre ami Ludovic. Comment? Pas très nombreux. Quelle est ton échelle? C'est ironique. C'est ironique, oui. Bon, tu me rassures. On est bien d'accord. C'est un tout petit problème. Et les Chinois, de toute manière, ils vont avoir du mal à produire les trucs et bidules qu'on leur achète. Dit autrement, les problèmes à l'autre bout de la planète vont devenir nos problèmes. Les problèmes à l'autre bout de la planète vont devenir nos problèmes. Et ça marche aussi quand vous travaillez chez Ariane et que vous lancez une fusée. Et on considère, j'ai une bonne surprise, très très bonne surprise, c'est qu'on considère qu'une zone est inhabitable à partir de 100 jours par an. Donc vous regardez sur la carte, c'est simple, c'est à partir de là, on considère que la zone est inhabitable toute l'année. C'est simple, ça fait 4 mois, ça fait 3 mois d'affilée. À partir de 3 mois, quand il faut déménager 3 mois, c'est même pas pratique. La bonne nouvelle, c'est que les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, comme disait notre cher président de la République. Vous concernant, en réalité, qu'est-ce qui va se passer dans la zone européenne, et en particulier en France? Eh bien, dans un climat qui change, on va avoir des périodes de sécheresse qui vont fragiliser le bâti, et ensuite, on va avoir des périodes de pluie où les argiles vont se mettre à se gonfler. Et ça détruit des bâtiments. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, on connaît déjà. Aujourd'hui, 10% des communes françaises sont déjà en catastrophe naturelle sur les retraits d'argile. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne concerne presque pas le territoire français. Donc ça, c'est la carte simplement de où est-ce qu'on a potentiellement des problèmes de retrait d'argile. Donc, ce n'est pas un problème de réchauffement climatique. Hein. La carte, c'est ça. Plus le climat se réchauffera, plus les zones deviendront graves. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits. Autre problème qui va arriver, ça c'est typique de l'immobilier, hein, c'est que dans un climat qui se dérègle, au même titre qu'on peut avoir des températures qui sont extraordinairement élevées, on peut avoir des précipitations qui sont extraordinairement élevées. Nous, là où je travaille, on a mis 2 ans pour rétablir le réseau mobile. 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il a fallu excaver des millions de tonnes de débris pour pouvoir recréer le site. Alors, ça marche bien parce que pour la Vésubie, c'est arrivé une fois et pour le moment, c'est pas réarrivé. Mais si, dans un climat qui dérive à plus 4 degrés, les événements extrêmes de ce type-là arrivent quasiment tous les ans. 9 fois et demi sur 10. Dit autrement, on n'a pas le temps de reconstruire que se faire casser. Donc là, on arrive tout de suite à un autre souci, qui est le risque assurantiel. Mais on en parlera tout à l'heure. Il faut bien comprendre également que si vous vous retrouvez avec des territoires qui sont détruits, vos usines ne peuvent plus fonctionner. Si les usines ne peuvent plus fonctionner, vous êtes au chômage. Si vous êtes au chômage, vous n'achetez pas de maison. Ludo, quand votre maison est détruite une fois, 2 fois... Tu vas finir la journée là, Ludo, avec tes nouvelles. Là, je suis juste dans un truc classique. Hein. Malheureusement, c'est la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui. Ce n'est pas écrit, hein, par contre. Ce n'est pas écrit. C'est-à-dire que, dit autrement, si on se met à se bouger, ceci n'arrivera pas. Enfin, les événements extrêmes arriveront, mais pas aussi extrêmes et pas aussi fréquemment. Ça dépend de nos actions d'aujourd'hui. Le climat de demain dépend de nos actions d'aujourd'hui. Si on est sérieux, la dérive climatique s'arrêtera très rapidement. Si on baisse nos émissions à 0 aujourd'hui, il faut savoir que la dérive climatique s'arrête au bout de 5 à 10 ans. Dit autrement, ça veut dire que le climat se dégrade pendant 5 à 10 ans et ensuite il se stabilise. Ça dépend que de nous. Si on arrête, nous sommes le problème, puisque c'est nous qui émettons des gaz à effet de serre. Si nous arrêtons de le faire, le climat se stabilise. Par contre, il faut se secouer extrêmement rapidement. Sinon, ça va bien se passer. La bonne nouvelle, je ne sais pas s'il y a des gens de Paris aujourd'hui, Paris est la ville d'Europe qui est la plus dangereuse vis-à-vis des îlots de chaleur. En ce moment même, Paris est 10 degrés plus élevé, avec des températures à l'intérieur qui sont 10 degrés plus élevées que la campagne. Pourquoi? Parce que Paris est un monde de béton qui n'est absolument pas conçu par rapport à la dérive climatique qui arrive. D'accord? Et en conséquence, Paris sera extrêmement
mortelle si nous ne faisons rien en termes d'urbanisme dans Paris. Donc, si on enlève le béton, qu'on rajoute des arbres, qu'on met plus d'herbes, qu'on désartificialise les sols, bref, il y a plein de choses à faire. On sait les faire, d'accord? Il faut le faire, c'est tout. En réalité, ça n'arrivera pas. Mais pour le moment, Paris n'est absolument pas préparé et exactement, Paris est la ville la moins préparée en Europe. Je pourrais vous fournir les sources de cette étude-là, si vous voulez. Ça, c'est le rapport, c'est le résultat d'une étude scientifique menée par une université, revue par les pairs, dit autrement, une étude sérieuse, pas une opinion. D'accord ? Ça, comme Olivier, tu es allé aux États-Unis, tu reconnais peut-être, ça s'appelle la ville de Miami. Alors, la ville de Miami, typiquement, de temps en temps, il y a des ouragans, de temps en temps, il y a de grosses pluies, de temps en temps, il y a des submersions. Ça amène quoi, la submersion? Ça amène simplement le centre-ville de Miami qui se retrouve sous les eaux. Conséquence, les assurances ne veulent plus assurer le centre de Miami pour le risque inondation. J'ai posté il y a quelques jours sur LinkedIn, justement, il y a des effets dominos chez les sociétés d'assurance qui disent non mais des aléas, et quand on discute avec des sociétés d'assurance, elles disent un aléa qui arrive tout le temps n'est plus un aléa, donc je ne l'assure plus. Et quand j'assure plus un aléa, ça veut dire que c'est moi qui dois rembourser quand il y a l'aléa. Donc, je peux me repayer un toit parce que je suis riche une fois, ça marche bien. 2 fois peut-être, 3 fois. Quand j'ai plus d'argent pour me réparer ma toiture, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus qu'à trouver des amis pour aller habiter chez eux. Mais quand ça leur arrive aussi, qu'est-ce qui se passe? Un climat stable. On comptait tous venir chez toi. Il y a encore un peu de place. Alors, faites gaffe parce qu'il est un tout petit peu eu, pas plus tard que l'an dernier, on a eu une grêle. D'accord. Ça a eu pour conséquence d'arrêter la production de missiles pour la France pendant 9 mois. 9 mois d'arrêt de production. Pourquoi? Parce que les toitures étaient en amiante. Désamiantage, patati patata, vous connaissez sûrement mieux que le sujet que moi. De temps en temps, il y a des petits feux. Ça, tout le monde en a entendu parler, il y en avait chez moi l'été dernier. Le problème, c'est que quand vous avez un feu à Arcachon et que vous repassez du côté des flots bleus, j'ai pas pris la photo, j'aurais dû vous la montrer. On a quelqu'un qui est concerné par Arcachon, je crois, dans le public. Là. Je ne vais pas me tromper, mais pareil. Les flots bleus, comment dire, il y a toujours le panneau, mais le paysage n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Je vous montrerai mon fond d'écran. Ah, je vous montrerai mon fond d'écran comme ça. Non, je pourrais vous montrer une photo si vous voulez. Et ça, c'est la perte de valeur. Et quand je vous dis La Rochelle, aujourd'hui, c'est sous les eaux, demain, en réalité, Arcachon, c'est à peu près pareil. Lacanau, c'est pareil. Et moi, en tant que, là, pour le coup, professionnel de gestionnaire d'infrastructure, nous, notre sujet aujourd'hui, c'est quels sont les sites sur lesquels on doit investir pour les protéger des submersions marines ou des incendies, et quels sont les sites que nous devons abandonner, parce que de toute manière, la nature sera toujours plus forte que nous. Ça, nous, opérateurs, on se pose cette question-là. Quand on discute avec la SNCF dit en 2034, je dois déménager quelques kilomètres de lignes parce qu'elles seront plus protégées, elles seront envahies par l'océan. Donc, il faut déplacer la ligne de train. En 2034, c'est dans 11 ans. C'est demain. C'est demain. Tout rapidement là. Juste pour vous donner une petite idée, les grêlons l'an dernier ont en moyenne été 1 mm plus gros que l'année précédente. D'habitude, le risque des grêlons pour les assurances coûte 600 millions d'euros par an. L'an dernier, à cause de ce millimètre en plus, ça leur a coûté 6 milliards et demi. Une fois, ça passe. 2 fois, bonjour. 3 fois, bonjour les dégâts. C'est un énorme risque. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre sur le risque climatique, c'est que déjà, il est croissant. Le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. On ne repart pas à zéro à la fin de l'année. Tout ce que l'on a émis aujourd'hui, il en restera 40% dans l'atmosphère dans 100 ans. Et il en restera 20%, ce qu'on a émis aujourd'hui, nous tous ensemble, il en restera 20% dans 10 000 ans. 10 000 ans. Donc, le risque ne peut être que croissant. Vous avez vécu l'année la plus clémente du reste de votre vie. Il est non linéaire. Il y a des effets de seuil.
Alors, la non-linéarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme le popcorn. Ça chauffe et d'un coup, ça fait paf et il n'y a pas de retour arrière. Les seuils biologiques, quand vous atteignez 41 degrés ou 42, vous êtes mort. À 40, c'est bon. 41, pas bien du tout. 42, vous êtes mort. C'est un seuil biologique. Et ça, on commence à les titiller. Il y a des seuils techniques. Un réseau mobile, ça marche très bien jusqu'à 45. À 50, il tombe, il fait trop chaud. L'électronique ne marche plus. Et il y a des seuils sociaux. Bande de salauds, je ne veux plus de Total. Ou je ne veux plus prendre l'avion. Ça, ce sont des seuils sociaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il est hétérogène. D'accord. Dit autrement, les conséquences ne seront pas les mêmes en fonction des endroits. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il est inégalitaire. Les pauvres vont prendre vachement plus que nous. Voilà. Bon, les pauvres seront peut-être un peu en colère aussi. Et il est systémique. Peut-être plus que nous aussi. Oui, oui. Moi, je suis cynique et ironique, hein, vous l'aurez bien compris. Et il est systémique. L'énergie étant dans 80% de l'énergie fossile étant dans 80% de nos activités, enlever ces énergies fossiles va obligatoirement changer nos vies. Pas forcément en mieux, pas forcément en moins bien, ça va les changer. Si on prend le sujet climatique sérieusement, ça changera potentiellement en mieux. Si on ne le prend pas sérieusement, ce sera moins bien. Assurément, pour des raisons physiques. Les lois de la physique ne sont pas négociables, les lois de la biologie ne sont pas négociables. À 41, vous serez toujours mort. Heureusement, il y a plein de réglementations qui arrivent. En France, on avait la stratégie nationale bas carbone. En Europe, on a Fit for 55. C'est simple, il faut diviser par 2 les émissions d'ici 7 ans et demi, 6 ans et demi. Autrement, il faut faire 2 fois moins. On a des gens qui réagissent, excuse-moi de te couper. Oui. Les gens disent que c'est très très intéressant, mais un peu triste. Ça, on l'avait tous perçu. Des solutions à notre petit niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, pour contribuer, pour essayer d'éviter je vais en parler juste à la fin parce que vous êtes un super levier en réalité. Vous êtes un super levier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réglementaire arrive, d'accord? Il y a des impositions de stratégie au niveau des grands groupes qui arrivent, des obligations d'avoir des plans de déploiement et surtout, il va falloir mesurer les efforts qui sont faits. Dit autrement, le greenwashing, ça ne va pas durer et les procès vont tomber. Dans 2 ans, les grandes entreprises vont se prendre des procès parce qu'elles ne seront pas sérieuses. Voilà. C'est pas moi, écolo bobo. Hein. Nous, chez nous, on n'en a qu'une inquiétude, c'est ça. Hein. Voilà. Pourquoi? La réglementation est en train d'arriver et la réglementation va nous piquer. Donc, un cadre législatif arrive. Aujourd'hui, si vous voulez baisser vos émissions, en réalité, vous, votre entreprise, vous, votre activité, elle est liée à vos consommateurs, aux citoyens, au territoire, à vos salariés, à vos investisseurs. Et en réalité, le sujet climatique va toucher tous ces secteurs-là. Le territoire va être exigeant sur ces sujets-là. Vos salariés vont être exigeants. Vos concurrents aussi, en réalité, vont être exigeants. Parce que si eux, ils sont bons sur le sujet, vous serez déclassé et en conséquence, ce sera très schumpeterien. Hein. C'est-à-dire ceux qui auront fait leur transition vivront, les autres mourront. Voilà. Bienvenue dans le monde du capitalisme. Et ce qui est certain, c'est que la première action à avoir, c'est qu'il faut comprendre le problème. On y vient. Alors, concrètement, voilà, donne-nous le guide pour bien comprendre et pour comprendre les éléments qu'on doit mettre en place, nous, à notre petit niveau. Alors, en réalité, le secteur immobilier est le secteur où c'est le plus simple d'agir. D'accord? Vous représentez 1/4 des émissions de la France. D'accord? Et en conséquence, vous devez faire des efforts de la même nature que l'intégralité des Français. Dit autrement, vous devez diviser par 6 vos émissions d'ici à 2050 et vous devez diviser par 2 vos émissions tout de suite. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a ce que vous faites dans votre activité du quotidien. Donc là, typiquement, il faut que vous fassiez un bilan carbone. Donc là, il y a des entreprises qui sont spécialisées, je ne vais pas faire de la pub pour eux, mais il y a des entreprises, vous tapez entreprise bilan carbone et votre activité, vous devez en faire le bilan carbone, d'accord? Parce que comme ça, vous saurez où est-ce que vous émettez du CO2, d'accord? Vous êtes un service, il ne faut pas rêver, vos émissions de carbone sont en interne, donc en gros, probablement la bagnole quand vous vous déplacez pour vendre un bien immobilier ou le faire visiter.
mais sont aussi en externe. Vous vendez des biens qui sont tout pourris en termes d'isolation, avec des systèmes de chauffage qui sont tout pourris. En conséquence, ça fait partie de votre rôle. Comme vous les vendez, vous en êtes responsable. C'est comme ça que marche un bilan carbone. Vous vendez des biens tout pourris, vous êtes responsable des émissions de ces biens tout pourris. Donc, faites votre bilan carbone. Vous allez voir où sont vos émissions. Et ensuite, du coup, vous pourrez, comme d'habitude, vous prendrez les gros paquets et vous traiterez les gros paquets. Il va vous arriver en termes de réglementaire le fait que le fameux DPE, quand vous voyez ça, vous allez le voir, le net zéro artificialisation, c'est pour éviter l'étalement urbain. Pourquoi? Étalement urbain égale route égale gaz à effet de serre. Ça vient de là. La loi Elan, c'est pour traiter, justement, vous le savez mieux que moi, le DPE, c'est pour identifier les passoires. Et la RE 2020, c'est dire, dans le neuf, il faut des bâtiments qui soient très sérieux. Pour vous donner une idée, ça veut dire que quand vous vendez un bien immobilier, l'immobilier, pour baisser ses émissions, le vrai sujet, ce n'est pas de construire des bâtiments neufs, c'est de rénover l'existant. C'est hyper important de comprendre ça. Tous les biens que vous vendez qui existent déjà doivent passer par une séance d'isolation, de rénovation et de rénovation globale. Vous voyez bien les chiffres. Aujourd'hui, 65 000 rénovations globales. Il faudrait en faire entre 800 et 1 million par an. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez travailler sur votre bilan carbone interne, mais surtout, vous devez conseiller vos clients. Vous avez un devoir de conseil vis-à-vis de vos clients sur le fait que les énergies fossiles doivent s'arrêter, donc les chaudières fuel, les chaudières gaz. Les clients doivent isoler leur baraque. Pardon, Loïc, Ludovic, c'est compliqué quand même vis-à-vis des clients. Enfin, moi, j'ai pas mal de clients qui me disent, mais il y a 10 ans, c'était la panacée. Maintenant, on a l'impression qu'on ne sait pas trop où on va. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? On a l'impression, on ne sait pas qui va payer et on ne sait pas aussi qu'est-ce qui nous réserve parce qu'on a l'impression qu'ils sont en plein dans la bataille et qu'ils changent le plan de bataille, pas tous les matins, mais un matin sur deux, quoi. Ouais, alors, je vais donner, je pense que c'était mon dernier slide. Non, ça, c'est le dernier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le Covid, vous avez bien vu, on a inventé le plan de bataille pendant la bataille. Sur ces sujets-là, moi, quand j'ai découvert le sujet, en réalité, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui découvrait également le sujet, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde du particulier, mais également dans les institutions. Aujourd'hui, on est en train de créer le plan de bataille. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour l'électricité, on a une vue claire depuis seulement 2 ans sur ce que l'on doit faire. Donc, oui, il y a des plans de bataille qui ont été donnés, on voulait faire ceci, on voulait faire cela, et aujourd'hui, on dit, non, tout compte fait, ce n'était pas une bonne idée, parce qu'en réalité, dans les faits, on n'avait pas compris, on n'avait pas pris en compte les enjeux climatiques. Par exemple, on disait, ce qui est important, c'est d'avoir des bâtiments bien isolés, avec le RT 2012, on voulait des bâtiments qui soient basse consommation. Mais on ne s'était pas posé la question des émissions de CO2 parce qu'on n'avait pas tiré la ficelle jusqu'au bout. Aujourd'hui, la RE 2020, elle dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le bâtiment, il soit faiblement émissif à la construction et durant l'utilisation. Donc, l'ancienne réglementation n'était pas adaptée par rapport à l'enjeu climatique. Donc, comme on a compris ça, on a inventé la RE 2020 qui fixe un objectif qui est très bien. Alors, vous êtes mieux placé que moi, mais il est très bien. Moi, je me place d'un point de vue carbone, dans le sens où la réglementation dit vous devez faire tant de CO2 par mètre carré, démerdez-vous. Et ça, je trouve ça très bien parce que justement, place à l'innovation, il n'y a pas de corset pour dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a un objectif et vous, industriels, débrouillez-vous pour y arriver. Ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre le foisonnement de bonnes idées. On découvre le plan de bataille en cours de route. Donc oui, il va y avoir des allées et des retours. On va dire un bar à droite et puis tout compte fait bar à gauche. Je suis désolé, ça va continuer. Je pense que ça va moins continuer parce qu'il y a une compréhension qui augmente de manière exponentielle, mais il va y avoir encore de la zone de turbulence. D'où l'importance, vous, de bien comprendre le sujet, quelle est l'origine du problème, parce qu'au mieux vous comprendrez le sujet, au plus vous serez capable d'anticiper que cette réglementation, elle va dans un sens, mais elle est un peu perfectible. Et donc, la réglementation de demain va plutôt probablement aller vers
quelque chose de mieux. D'où l'importance de comprendre pour que vous puissiez non pas subir en réalité la décision, c'est con et c'est comme ça, les chaudières à gaz, ça s'arrête, voilà, et vous ne comprenez pas parce que ça vous tombe dessus, alors qu'il y a 10 ans, on disait c'est super le gaz, voilà. Et il va y en avoir plein des réglementations de ce type-là qui vont vous tomber dessus. Et pour moi, la clé de départ, c'est de bosser le sujet pour comprendre quel est le problème, pour ensuite, du coup, comprendre en réalité quelles sont les solutions qui vous sont demandées, enfin imposées, et essayer d'anticiper celles de demain. On a Dominique dans le chat qui nous dit qu'il manque 400 000 artisans pour réaliser tous ces travaux. Oui. Et elle nous dit aussi que le parcours Rénov' est une usine à gaz pour le commun des mortels. Les propriétaires bailleurs riches pourraient y avoir accès. Alors, moi, très clairement, j'ai isolé l'intégralité de ma maison. J'ai fait partie des 66 000. Dit autrement, je ne suis pas parti en vacances et je ne partirai pas en vacances quelques années et je préfère largement faire des choses sérieuses avec ce pognon. Je confirme, c'est un parcours du combattant pour avoir quelque chose, mais il existe des structures et les collectivités créent de plus en plus de structures qui sont des portails qui permettent, on frappe à la porte et ils font tout ça à la place des gens. À Bordeaux, ça s'appelle FaciRénov', mais je parle avec d'autres collectivités du côté de Cœur-Rotland, ils en ont aussi. Il y a plein d'institutions publiques qui le font. Donc ça, c'est un vrai devoir de conseil que vous avez vis-à-vis de vos clients pour dire, vous pouvez être accompagné parce qu'en effet, c'est un bordel sans nom, ce truc-là. Voilà, je vous donne mon avis de consommateur. Il manque 400 000 emplois, je suis complètement d'accord. En réalité, c'est un vecteur d'emploi, l'isolation des bâtiments, c'est un marché qui est juste, c'est simple, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes de construction et en plus en termes de, ça va être vachement mieux. Parce qu'un bâtiment isolé, c'est un confort de vie l'été et l'hiver qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable. Donc, en réalité, et pourtant, je vais faire mon sale capitaliste, quand on isole un bâtiment, il faut savoir que en réalité, on fait de la décroissance. Quand on isole un bâtiment, on fait de la décroissance. Pourquoi? Parce que la facture d'énergie demain, en réalité, se retrouvera affaiblie. Par contre, on fait quelque chose qui est extrêmement important d'un point de vue macroéconomique, c'est qu'au lieu de donner notre pognon à des pays étrangers sur lesquels il y a du gaz et du charbon, du gaz et du pétrole, on garde notre pognon pour faire fonctionner des emplois en France. Donc, c'est de la décroissance et en même temps, ça ramène des emplois en France. Donc, si on a des gens qui ne sont plus au chômage mais qui travaillent en France, ben, c'est pas mal pour qu'ils arrivent à manger en France, pour qu'ils arrivent à se loger en France. Voilà. Donc, dit autrement, la décroissance, on met tout et n'importe quoi derrière. Mais des fois, il y a des décroissances qui sont originales. Quand on pète sa bagnole sur la rocade de Bordeaux, on fait de la croissance. Quand on achète un vélo, on fait de la décroissance. Voilà. Il y a peut-être des petits problèmes de définition de ce que c'est que la bonne croissance et la mauvaise croissance. Bon, je suis dans le vélo, moi. Il faut bien comprendre, à terme, là je vous donne une vision à terme, tous les trucs qui sont supérieurs à D et D inclus doivent passer en catégorie A, B. Donc aujourd'hui, on vous parle des maisons, des habitations des habitats en F et en G, mais demain, la réglementation va venir titiller le parc en D et en E. Une France qui tient ses objectifs de décarbonation est une France de bâtiments ABC. Ça ne passe pas sinon. Avec les éléments actuels, on n'est pas à l'abri qui réévaluent ça, qui remettent un coup de pression. Alors, voilà, alors je ne voulais pas t'annoncer des mauvaises nouvelles, mais il faut savoir que la stratégie nationale bas carbone est basée sur le fait qu'on préserve nos forêts et que les forêts absorbent beaucoup de gaz à effet de serre. On a un tout petit problème avec nos forêts, c'est qu'avec le dérèglement climatique, elles sont en train de mourir. Il y a 10 à 20% qui est déjà condamné. Et donc, le plan de bataille sur lequel on a basé justement cette séquestration de carbone par les forêts en réalité est en train de s'écrouler, ce qui veut dire qu'on va nous demander des efforts supplémentaires dans les années qui viennent. Donc il n'est pas exclu que FG c'est actuellement, DE c'est demain, et il n'est pas exclu qu'on aille titiller le C. Les emmerdes, ça vole en escadrille. Bon, tu fais pas de politique, là, c'est bien, mais c'est très concret, en fait. Je pense que oui, on ne se rend pas compte de tout ce qui… Et c'est quand même le but de cette émission, c'est d'arriver à
on n'a pas de grande velléité on n'a pas de solution toute faite, mais on veut essayer de générer une prise de conscience. Je pense que c'est ça qui est important. On a quelques solutions. Enfin, toi, surtout Ludo, tu connais bien le sujet. Et je rappelle que Ludovic, pour ceux qui nous ont rejoints au cours de la discussion, il est conseiller scientifique au sein du groupe Orange et c'est lui qui explique ce qu'il faut faire avec les terminaux, où ils sont implantés, avec tous les problèmes climatiques qu'on peut avoir, évidemment, que ce soit l'eau, que ce soit la chaleur, que ce soit tout ce que vous connaissez dans l'actualité du quotidien. C'est lui qui gère ça et c'est lui qui fait de la prospective. Donc, je lui redonne la parole. Je ne peux pas, en 30 minutes, vous expliquer l'intégralité des choses, juste pour vous rendre compte, pour comprendre à peu près le sujet climatique et quelles étaient les options qui s'offraient à nous. J'y ai passé 1000 heures et quand j'ai voulu passer un petit peu plus dans le sérieux, j'y ai repassé 1000 heures. Voilà. Et je n'ai pas travaillé le secteur du bâtiment, ni même la biodiversité, ni même, il y a plein de choses que je n'ai pas travaillé. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le bâtiment est un secteur sur lequel c'est le plus facile de baisser les émissions de carbone. On a toutes les technologies pour faire. On a un super chantier d'emploi. Super, hein, voilà, ravi que le bâtiment puisse bosser, quoi. Par contre, il faut une volonté. Et pour avoir une volonté, en réalité, il faut comprendre ce qui arrive. La stratégie nationale bas carbone, je suis sûr que personne n'avait entendu parler de ce truc-là aujourd'hui, c'est le plan de bataille de la France pour respecter ses engagements climatiques. Et dans celle-là, mais là, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre conférence qui pense avec les coordonnées de Lola que je t'ai données, qui explique ça. En réalité, il y a tout un plan de décarbonation en utilisant les technologies, en faisant de la sobriété. Donc, sobriété, c'est quoi, hein? C'est je fais pas. Donc, la sobriété, l'austérité et la sobriété, c'est deux choses qui sont différentes. La sobriété, je choisis de ne pas faire. Je choisis de ne pas prendre ma bagnole, d'accord? Je choisis de chauffer à 19 au lieu de 20. Ça, c'est de la sobriété. L'austérité, c'est je ne peux pas chauffer parce que je n'ai pas le pognon. Ça, c'est de l'austérité. L'efficacité, c'est j'isole ma maison. Il n'y a aucun plan de bataille mondial qui ne passe pas par de la sobriété. Et dans le plan de bataille mondial pour baisser nos émissions, on intègre sobriété en premier, parce que le meilleur moyen de ne pas émettre, c'est de ne pas faire. Et parce qu'on est super à la bourre, hein. Dit autrement, hein, je vais être clair, on est la veille du bac, on n'a pas révisé, et on espère avoir mention très bien. La situation dans laquelle on est, c'est ça. Alors, la bonne nouvelle, tu parles de ton histoire à toi, Ludo. Tu parles de ton histoire à toi. Ah non. Voilà. Je sais que tu n'as pas révisé, on sait. Bon, c'est pas grave. Alors, et comme on n'a pas beaucoup travaillé tout le reste de l'année, c'est pas gagné. Alors bon, la mention très bien, on l'aura peut-être pas, hein, mais par contre, comme on est vachement intelligent et très performant, en réalité, on peut quand même avoir la mention bien. Et la mention bien, hein, c'est les émissions basses que je présentais tout à l'heure. C'est un monde où on est au bord d'un précipice, dont on ne connaît pas exactement la fréquence entière, mais ça devrait le faire. Je ne vous ai pas parlé de toutes les mauvaises nouvelles climatiques, hein. Sinon, j'en ai pour 2 heures. Et 2, vous serez déprimé. Un petit tour de table, là, Ludo. On peut faire un petit tour de table. Échangeons. Je vous invite, si vous voulez, à me suivre sur LinkedIn, parce que j'essaye de faire des posts, justement, régulièrement. J'essaye de m'y astreindre depuis qu'Olivier m'a obligé. LinkedIn, j'ai forcé à LinkedIn. Alors, c'est peut-être pas le même réseau dont tu parles, je ne sais pas. Mais... Ouais, enfin bon, bref, vous pouvez me suivre pour justement essayer d'avoir de l'actualité. J'essaye jamais d'être catastrophiste, mais il faut être lucide. Les micros doivent être ouverts. Questions. Il y a du monde qui veut parler? Vous êtes déprimé? Ouais, là ils sont en train de passer l'arme à gauche parce que c'était trop, quoi. C'était trop violent. Alors, attention, je vous ai... Vas-y. Non, mais moi, je ne vous ai pas présenté les scénarios au pire, hein. Je vous ai présenté le scénario sur lequel on est si la France respecte ses engagements. Donc, si la France respecte la stratégie nationale bas carbone, voilà, je vous ai présenté quel est l'avenir. Donc, aujourd'hui, on n'y est pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se collent à la route. En réalité, vous voyez, des fois, il y a des mecs qui se collent à la route, là, qui sont complètement... Je vais juste finir.
Et on se dit, mais ils sont tarés, ces gens-là. Ben, c'est juste qu'ils ont un peu travaillé le sujet. Laure, tu voulais intervenir? Alors, il y a quelqu'un qui voulait parler, allez-y. Je dis juste que je crois que Ludovic a calmé Gaël. Il se sent dépassé. Oui, alors je crois qu'il y a Paul-Henri l'ami Paul-Henri qui voudrait parler. Est-ce qu'on peut pourtant son micro est activé, je crois. Je vais vérifier ça. Paul-Henri, activer la parole. Non, il n'était pas activé. Paul-Henri, tu as la parole. Paul-Henri, tu nous entends? Polo? Il a un arrêt cardio-respiratoire. Non. Non, mais vous comprenez pourquoi on prend ça au sérieux dans ma boîte. Voilà. C'est pas juste un truc d'écolo Khmer vert. Hein. On peut passer ce débat-là. Après, quand vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire, on peut agir à titre individuel. Nous, on fait des conférences, 12 actions pour décarboner son quotidien ou pour limiter son impact sur le climat. Vous pouvez conseiller vos clients. Vous pouvez nous soutenir aussi en faisant passer le message. Vous pouvez aussi organiser par vous-même en disant on a un putain de problème et donc je veux être acteur et donc vous remplissez une salle de 200 personnes et on va leur expliquer, nous aussi. Voilà. En réalité, il faut qu'on se bouge tous collectivement. Et plutôt que s'opposer les uns aux autres en disant toi t'es un sale con parce que t'es Khmer vert ou t'es un sale con parce que t'es capitaliste, en réalité, on doit travailler ensemble et imaginer des solutions ensemble parce qu'en réalité, le plan de bataille, il est clair, les trajectoires sont claires, les solutions technologiques sont toutes là. Ça, il faut bien prendre conscience. Toutes les technologies sont là pour baisser les émissions de carbone, et en particulier dans le bâtiment. On sait tout faire. Il faut juste qu'on le fasse. C'est con, hein, mais c'est hyper important et c'est hyper positif. On n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour avoir une solution techno. On a tout. Ah, il y a une main qui se lève. Allez-y. Bonjour Olivier. Bonjour Laure. Et puis bonjour Ludovic, c'est Patricia. Vous Bonjour m'entendez bien? Patricia, bienvenue à toi. Ouais, j'ai pas de vidéo. Ludovic, un grand merci pour cette présentation qui interpelle et qui permet de remettre un peu les choses en place. J'ai beaucoup apprécié. Moi, à titre personnel, conseiller les clients, oui. Connaître les nouvelles méthodes et technologies d'aujourd'hui dans la construction, oui. Et pour ma part, c'est ce que j'ai déjà mis en place puisque j'ai fait l'isolation extérieure complète de ma maison avant même les aides de l'État. Bravo, Patricia, bravo. Donc, ça m'a coûté une blinde. Réduction du chauffage, oui. Voilà, on fait à notre petit niveau ce qu'on peut. Et merci pour cette conférence parce que j'ai trouvé ça super intéressant et c'est vrai qu'il faut en parler autour de nous et qu'on peut être les premiers sur le terrain à faire prendre conscience à nos clients, au corps de métier tout autour de l'immobilier et voilà, essayer d'avancer ensemble pour le meilleur de la planète. Super. Je crois qu'il y a Paul-Henri qui voulait s'exprimer. Paul-Henri, vas-y, tu es en direct. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Ok. Bon, je remercie pour cette belle présentation. C'est sûr qu'elle est un peu morose, mais bon, c'est normal. C'est normal, je crois qu'on en est conscient. On a appris ça il y a très longtemps, on nous a avertis il y a très longtemps, et puis c'est les conséquences du passé et de ces révolutions industrielles et tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Bien sûr, il y a une prise de conscience. Je pense qu'elle, chez les jeunes, de plus en plus. Voilà, donc être acteur pour dénoncer, pour annoncer, pour essayer de diriger avec le Grenelle environnemental, avec le développement durable, avec tous ces points-là. On peut être, oui, sensibilisé et devenir des ambassadeurs. Je crois que ça commence par tout à chacun de faire les bonnes actions. Développer l'éco-proximité. Moi, je me suis battu pendant 10 ans avec les autorités pour développer des caractères de développement d'éco-proximité, c'est-à-dire construire avec les matériaux de la région, construire comme dans le temps. Hein, on employait la terre et la paille, on employait un système très simple, on employait la main-d'œuvre locale. Là, non, on va chercher des marchés, on importe des matériaux, on va dans tous les sens, parce que bien sûr, j'ai bien entendu, le fait
de l'émission de CO2, mais prenons la comparaison, combien de maisons peuvent être construites pour équivalent d'un seul paquebot qui traverse les océans en émissions de CO2? Alors, en réalité, je vais répondre à ça. Le plan de bataille est de tout le monde doit réduire. Donc, on peut essayer de jouer à chat perché sur l'histoire en disant c'est pas moi, c'est l'autre, que ce soit immobilier ou numérique, aviation, mais ça, on peut faire ça avec les pays, on peut faire ça avec les personnes. Ce qui est certain, c'est qu'en réalité, on n'a pas le temps. Voilà. En réalité, on doit faire ce qui nous est. C'est une histoire morale, en réalité. La question, c'est on se doit d'être lucide par rapport à la situation et on se doit d'être ambitieux au minima à titre personnel. Voilà. Pragmatiquement des solutions. C'est quoi les solutions? Les plus simples jusqu'à la plus grande. Les autorités ne feront rien parce qu'il y a trop de lobbyisme, il y a trop d'intérêts financiers. On s'en contrefout de ce qui va se passer dans 200 ans. Ces gens-là, ce sont des capitalistes qui n'ont qu'une seule chose, c'est le moment présent. Et ils s'en foutent des générations à venir, ils s'en foutent de la planète, ils s'en foutent de tout. Moi, je suis pour la sensibilisation, je suis pour les efforts personnels. Comme j'entendais tout à l'heure, isoler la maison, c'est très important. Isoler avec quoi? Il faut aussi aller chercher la nature des matériaux, avec quoi on va isoler. Parce que si ces matériaux coûtent plus d'argent, et plus de conséquences en émissions de CO2 à la production que ce que ça va donner comme bénéfice en temps moyen et en long terme, excusez-moi, mais on est à côté de la plaque. Alors, on est complètement d'accord, mais là, il y a plein de labels biosourcés, etc. Ce week-end, j'ai discuté avec des gens qui font de la paille. Il y a plein de révolutions qui sont en train d'arriver sur la paille, d'ailleurs, la paille broyée en particulier. Une question qu'on avait d'ailleurs, Ludovic, les labels. Comment? C'était une question qu'on avait avant la conférence. Une personne nous a demandé quels sont les labels auxquels on pourrait faire confiance. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, j'ai une mémoire de poisson sur les labels, mais grosso modo, Revin, c'est quelque chose qui est sérieux. Tout ce qui est biosourcé, c'est globalement quelque chose de sérieux. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est quels que soient les labels, la plupart des labels sont relativement sérieux. On pourra donner une liste post-conférence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution avec plus de développement de l'immobilier. Le net zéro artificialisation, c'est aujourd'hui, on a une obligation de devoir, en réalité, construire moins. Donc, si on construit un endroit, il faudra déconstruire un autre endroit, pour des raisons de biodiversité. Il y a plein de sources, en réalité, le chanvre, la paille, il y a plein de matériaux qui existent déjà. Il y a des savoir-faire à développer. Et quand on parle des lobbies, comme j'ai des gens de l'immobilier en face, j'étais en octobre dernier avec le président de la Fédération française du bâtiment. Voilà. Je ne sais pas si vous y êtes rattaché, mais typiquement, on est dans un lobby où aujourd'hui, ce lobby-là fait tout pour ne pas qu'il y ait de transition. Je vais être cash, mais je lui ai dit en ces termes en direct. Donc voilà. Et aujourd'hui, alors que c'est la fédération, alors qu'il y a des emplois à créer, alors qu'il y a de l'argent à se faire, et un pognon de dingue, comme dirait l'autre, en réalité, la fédération du bâtiment freine des cas de fer pour aller vers la transition. Et ça, c'est un vrai sujet. Super, merci notre ami Ludovic d'éclaircir ces éléments. Moi j'aime bien quand on fait des conférences comme ça, j'en ai fait beaucoup, puisque pendant 14 ans j'étais conférencier. J'aime bien avoir le ressenti des gens. Et on a entendu Paul-Henri, on a entendu d'autres personnes, et je vois qu'il y a Rabia qui est là. Est-ce qu'elle peut s'exprimer, Rabia? Tu nous entends, Rabia? Oui, je vous entends très bien. Super. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Rabia? Moi, je suis à l'écoute de tout ça depuis des années, depuis même mes années d'étudiant, donc ça fait longtemps. Et en fait, tout ce que je vois autour de moi, en fait, ok pour tout ça, enfin même nous dans l'immobilier, on prévient les gens, mais les gens j'ai l'impression qu'ils sont encore, c'est pas grave, dans 20 ans, dans 30 ans, on sera plus là. Donc ils n'ont pas conscience de ce qui va arriver. On peut leur parler quand on visite une maison, qu'elle est en F ou en G
ben non, ben enfin, ils ne se sentent pas concernés en fait. Ils sont pas, pour eux, ce qu'ils voient, c'est leur portefeuille. C'est le nerf de la guerre en fait. Donc, donc comment remédier à tout ça? Enfin, comment arriver à leur faire comprendre que tout le monde doit agir, hein? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que si on avait tous la clé, en réalité, on serait déjà passé à autre chose. En réalité, il y a probablement, c'est vrai qu'on va parler, quand je parlais isolation du bâtiment, ça coûte un pognon de dingue, la rentabilité, elle n'est pas là. Voilà, il faut être clair. Enfin, tant que l'énergie ne coûte pas 100 fois plus cher. Voilà. Mais par contre, il y a du confort. Et le confort d'été et le confort d'hiver, voilà, ça par contre, il devient intéressant. Parce que quand on est en F ou en G, on fait partie des gens qui sont en précarité énergétique. Hein, donc, dit autrement, on dépense un pognon de dingue pour arriver à chauffer. Tout ça pour avoir froid, en plus. Alors que quand on a isolé, en été, on se retrouve à presque plus chauffer et avoir chaud. Et donc, en réalité, c'est probablement le déclic de l'imaginaire et pour le coup du confort qui peut être intéressant par rapport au secteur de l'immobilier. Moi, j'adore que je chauffe un demi-degré de moins qu'avant pour plus de confort thermique. Je suis ravi. Voilà. Donc, je ne le fais pas pour sauver la planète ou les bébés phoques, hein, on s'en fout. Hein. Enfin, chacun fait comme il veut, mais les bébés phoques, on ne les voit pas, donc on s'en fout un peu. Par contre, le confort, mon confort du quotidien, ça, c'est un truc qui compte. Quand on choisit, enfin, moi, l'image que j'ai quand on a choisi un habitat, c'est qu'on choisit un cocon, quoi, quand même. Et en conséquence, être confortable dans son cocon, avoir le coup de cœur sur son bien. Typiquement, le coup de cœur, ça peut être aussi avoir un coup de cœur de je suis dans une situation où ça va être confortable de vivre, y compris dans un monde en dérive climatique. Donc ça, c'est peut-être un levier. Je pense que c'est assez judicieux. Alors, pour la petite histoire, notre ami Ludovic, il est à Pessac. Rabia est pas loin, elle est à Libourne. Donc, je suis sûr qu'il se fera un plaisir de faire maison témoin. On est sur la même ligne de train. On est sur la même ligne de train. Gaziné pour moi. Je suis même plus proche, enfin plus proche. Je suis à Saint-Émilion, exactement. Après, vous connaissez votre métier, mais vous ne connaissez pas les sujets climatiques. Donc, en réalité, la question, c'est, par exemple, la communauté, elle fait 25 000 membres. Aujourd'hui, il y a 12 membres qui sont venus. Voilà. Donc, typiquement, là, il y a un souci. Ça veut dire qu'il y en a que 12 qui sont… et en plus, sur les 12 qui se sont exprimés, sur les 12, il y en a 3 qui sont exprimés en disant « Non, mais je connais déjà le sujet ». Dit autrement, la question, c'est comment on fait une conférence ici, entre nous, avec 25 000 ? Ça, c'est une vraie action. Vous voulez avoir du poids, vous voulez avoir une action qui soit concrète et qui fasse que, du coup, vous allez avoir de l'impact. Faites en sorte, j'en reviens et on fait 25 000. Ça va avoir de l'impact. Allez, moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Rabia tout à l'heure parce que j'ai le sentiment d'avoir vécu ce que décrivait Rabia dans la promotion de cet événement. Pour tout vous dire, les 2 premiers événements, j'ai eu 80 personnes. Et là, on a l'impression, tout de suite, ils tournent la page ou ils tournent la tête. Ils veulent pas. C'est l'autruche, quoi. Ils ne veulent pas en entendre parler. On a l'impression que ça les pique. On a l'impression que ça les met dans une situation d'inconfort total pour le coup. Et par voie de conséquence, ils détournent le regard, ils passent à autre chose, quoi. Donc, je ne sais pas comment les sensibiliser, mais… Après, il faut être clair, il y a un côté qui n'est pas sexy. Ça va nous obliger à gagner moins pour vivre, d'accord ? Et sinon, on continue à gagner et on meurt. Ça, c'est Patrice Bonifay, le patron RSE de Bouygues, qui dit ça. Vous m'entendez ? Bouygues, pas Bouygues Télécom, Bouygues Immo. Et donc, c'est ça notre… Oui, merci Ludo. On a quelqu'un qui veut intervenir. C'est François, non ? Bonjour. Oui, j'ai reconnu la voix de François. Bienvenue à toi, François. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Merci pour cette conférence. Je pense que, il n'y a pas assez de… Moi, je suis tombé dessus, là, un petit peu par hasard. Je ne sais pas comment, un message ou je ne sais pas. Donc, je me suis tout de suite inscrit, mais je ne vois pas assez de communication sur le sujet. Pas assez d'intervention, pas assez de mouvement. Et notre gouvernement, qu'est-ce qu'il fait alors ? Quel intérêt il a, lui ? Alors, le prochain quinquennat sera écologique ou pas. Voilà. Alors, j'aime pas traiter des sujets politiques parce qu'après, ça peut un peu brouiller le discours. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que
la politique européenne avec le Fit for 55, donc l'objectif de baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, un truc juste gigantesque, hein, voilà, est à peu près dans les bons ordres de grandeur de ce qu'il faut. Ce qui est certain, c'est que l'État est condamné aujourd'hui. Quand je parlais de judiciarisation des entreprises, l'État est condamné et va se retrouver de plus en plus sous pression de la justice pour faire des choses. Typiquement, les chaudières à gaz, là, c'est parce que c'est le seul moyen de faire un truc un peu c'est con et c'est comme ça, rapido, et de toute manière, ça emmerde pas trop de monde, un peu, mais pas trop de monde, et donc je peux faire un truc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on manque de stratégie. Je rappelle que France Stratégie a été réactivée il n'y a pas longtemps. La France manque de stratégie et en conséquence de planification. Alors, planification au sens russe du terme. Hein. La planification, c'est qu'est-ce que je veux faire sur mes infrastructures à 25 ans. Un réseau électrique, ça se construit sur 25 ans. Donc, ouais, et on n'a pas de stratégie comme ça. Et ça, c'est un gros manque. Donc, le gouvernement fait un truc, il se fait taper dessus, il réagit. Donc, il gouverne à la Twitter. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on a besoin d'un État stratège. Et quid des sujets de pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques, je sais pas quoi. Alors, les pompes à chaleur, c'est le levier principal pour décarboner le chauffage dans une maison. Hein, c'est super bien, d'accord. C'est vraiment le plan de bataille. Et les pompes à chaleur sont massivement fabriquées sur le pays sur lequel on les achète. Voilà, ça c'est pour débunker une mauvaise information. Ouais. Les panneaux photovoltaïques, de toute manière, on est dans la mouise sur la production électrique pour au moins 15 ans. Et même si c'est peut-être pas le meilleur des moyens, il faut en faire. Voilà. Mais il y a des problèmes physiques liés à il faudra quand même pas trop en faire en toiture parce que ça posera des problèmes sur le réseau électrique. Donc, et l'éolien l'éolien, on est dans la merde sur la production d'électricité, il faut en faire. Et tout ce qui est l'utilisation des marées, on n'a rien fait là-dessus. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, le gisement est extrêmement faible. Sur le biogaz, on pourrait en faire, mais le gisement, il est limité et il ne faut pas le faire pour faire de l'électricité, il faut le faire pour faire du chauffage ou des choses comme ça. Il y a la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en train de sortir et donc c'est vraiment le truc qui est en train de sortir. C'est des grosses usines pour faire du biogaz, pour l'injecter dans les réseaux de gaz. Voilà. Et tous les petits agriculteurs qui ont fait ça au milieu du champ, ils auront qu'à se débrouiller à l'autoconsommer. En réalité, on est très, très coincé, y compris parce qu'on n'a pas été stratège sur la production d'électricité. Et pour décarboner nos activités, il faut qu'on électrifie tous nos usages. Donc, électrifier nos usages, c'est déjà moins de bagnoles. Et quand on est obligé d'avoir de la bagnole, c'est de l'électrique. Et petite, parce qu'un tank électrique, c'est pas bien. C'est ça. Ça a vraiment un effet, les voitures électriques. Parce que oui. on parle beaucoup des batteries. C'est des grosses conneries. Voilà, je vais le faire simple, hein, je pourrais en parler pendant une heure, mais c'est des grosses conneries. En réalité, la petite voiture électrique est extrêmement bien. Il nous faut 2 fois moins de bagnoles en France, petite et électrique. Donc, dit autrement, quand on est à Bordeaux, il va falloir faire du vélo, du transport en commun ou de la marche. Et il va falloir garder la bagnole électrique pour le mec qui habite au fin fond de la campagne parce que lui, il n'aura jamais de métro. Ouais. Et là, c'est là que c'est important. Moi, c'est ce qui me motive. Hein. C'est pour ça qu'il est important qu'on parle des sujets parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Enfin, il n'y aura pas de vie équivalente pour tout le monde. Et il va falloir qu'on fasse société, qu'on partage les efforts. Donc, le mec à la campagne qui va se taper sa centrale nucléaire et son éolienne, d'accord, faudra qu'on lui laisse, faudra que nous, en ville, on fasse des efforts pour qu'il puisse avoir sa bagnole électrique. Et là, sur Ludovic, je pense qu'avec ça commence à être sympa quoi, comme discours. Ouais. Je pense qu'avec l'évolution démographique, étant donné qu'il n'y a pas de quota pour les enfants, je vais jusque-là. Hein. De toute façon, je mets un permis pour être parent déjà, bon, ça c'est encore autre chose. Mais ça joue sur la démographie et je pense qu'ils vont en envoyer 3 ou 4 milliards sur Mars avec une tente Guéchois, 1 litre d'eau cristalline et 3 graines de tomates et on va se démerder. Alors, sur la baisse des émissions de CO2, il y a toutes les technologies qui sont à disposition, qui sont intégrées, et il y a également la maîtrise de la population. Dit autrement, le fait de faire du planning familial en Afrique, sachant que les Africains, ça ne pollue pas, hein, grosso modo, hein, ça ne pollue rien par rapport à un Européen, c'est vraiment peanuts. En réalité, c'est déjà dans le plan de bataille. D'accord. Donc, en réalité, dire la démographie, non, c'est déjà intégré, monsieur. Bon.
On est vraiment échec et mat. Merci François pour cette intervention. On voudrait maintenant comprendre un petit peu, puisqu'on était sur le sujet de la mobilité, c'est des sujets qu'on a déjà évoqués tous les deux hors antenne, mon cher Ludo. Est-ce que tu peux nous redonner quelques éléments par rapport à l'hydrogène, s'il te plaît? Alors, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Dit autrement, c'est un truc que l'on fabrique alors à partir de gaz à 95%. Plein de procédés, et ensuite on essaye d'en faire quelque chose pour le mettre dans une bagnole, dans un avion ou dans je ne sais pas quoi. Le problème de ça, c'est que pour l'énergie qui va être utile dans la voiture, d'accord, il en faut 4 fois plus en entrée. Et donc si on veut faire de l'hydrogène propre, il faut le faire avec de l'électricité décarbonée, d'accord. Sauf que pour pouvoir le faire, il nous faut plein de centrales nucléaires, d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, sachant qu'en France, on est déjà à la bourre pour l'électrification des usages. Donc, dit autrement, si on veut faire de la voiture à hydrogène ou de l'avion à hydrogène, ça va coincer, c'est-à-dire qu'il faudra choisir entre l'hydrogène pour l'avion ou l'électricité pour chauffer la baraque. Ça coince. C'est un problème de taille. Donc, c'est inefficace d'un point de vue énergétique de mettre de l'hydrogène pour le transport. C'est hyper important de faire de l'hydrogène pour décarboner l'acier, parce que l'acier émet énormément de CO2 pour des raisons chimiques. Donc, l'hydrogène, oui, mais il y a des priorités dans l'usage de l'hydrogène et le transport par hydrogène est la dernière des priorités. Super, merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas exprimées, qui voudraient avoir voix au chapitre et pouvoir converser ou faire simplement des remarques sur déjà ce qui a été dit? Voilà, il n'y a personne, c'est bon. Gaël est toujours là. Gaël, on ne t'entend pas. Gaël, tu nous entends? Gaël, tu es là? Bon, il ne nous entend peut-être pas, je ne sais pas. Moi, je ne voudrais pas abuser du temps de chacun. On s'était donné 1 heure. Je pense qu'on y est quasiment. Je voudrais, si on peut se le permettre, pour faire un petit wrap-up, pour essayer de conclure, est-ce que tu peux nous donner 5 éléments très concrets de chez concret, pour nous qui sommes dans l'IMO, Ludovic, et c'est un peu notre pense-bête, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, les 5 doigts de la main, les 5 jours de la semaine, tu nous dis, le lundi on doit faire ça, le mardi, ou même tous les jours, mais au moins 5 éléments différents. Comme ça, ça sera notre petite contribution et ça sera notre takeaway pour aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas préparé, donc il va falloir que j'improvise un truc. Alors, je pense que le premier, c'est formez-vous au sujet parce qu'il est complexe en termes de sources, il est multiple en termes de solutions sur la partie immobilier. D'accord? Donc ça, je pense que c'est important. Se former, donc il y a sur le climat, sur l'immobilier et sur le transport, parce que le transport est un point essentiel de l'immobilier. Ça, c'est le premier des trucs. Le deuxième truc, en tant qu'entreprise, je pense que faire votre bilan de carbone d'entreprise, comme ça, vous allez être capable de dire, bon, ben là, voilà la trajectoire que moi, je dois avoir et comment je le fais. Dit autrement, comment je vais faire des visites de maison à vélo. Voilà. Nous, on est dans le métaverse. Ça compte, Ludo, on est dans le métaverse. Et dans le métaverse. Et dans le bétaverse, ouais. Non, mais voilà, c'est des questions que vous allez vous poser. C'est où est-ce que je pollue et qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette pollution-là. Et ça va être pas mal parce que vous allez vous poser plein de questions et vous allez vous référer aux trucs que vous aviez bossé et vous allez encore plus bosser pour encore mieux comprendre. Ensuite, une action concrète que vous pouvez avoir, c'est que vous avez des carnets d'adresses, vous avez des carnets de clients actuels et passés. Potentiellement, une des actions, c'est on a été client, on a été en relation, mais je reviens vers vous parce qu'en réalité, il y a un petit sujet qui va peut-être vous concerner. Ça peut être une action petite militante ou en tout cas engagée qui dit je vais essayer de faire penser au sujet à mon entourage, au sens large du terme, personnel et professionnel. Ça peut être une troisième action. Et puis après, vous avez une communauté et donc c'est peut-être intéressant que la communauté se saisisse du sujet. Et puis, vous avez peut-être aussi une fédération, et il serait peut-être intéressant que la fédération se mette autour du sujet. Et là, ça fait 5. Et voilà. Ouais, les 2 derniers, tu les as eus. Tu les as eu au repêchage, parce que comme tu n'avais pas révisé ton bac. Je les mentionne bien quand même.
Non, mais ça, par contre, voilà. Et après, vous ne serez pas des spécialistes du sujet, donc faites-vous entourer. Faites-vous entourer. On n'a pas besoin de spécialistes du climat, on a besoin de gens qui ont compris la masse du sujet, quoi. Alors moi, je vais aller un peu plus loin, si tu me permets, Ludo, pardonne-moi. Vas-y. C'est sur le… Tu vois, il y a un gros sujet, je pense que j'ai bien aimé la contribution de Rabia qui disait vraiment, il y a un delta qui est énorme entre « bonjour, je veux une maison » et on voit juste ce côté… alors c'est bien parce que toi, tu as répondu sur le côté confort, mais elle aussi, elle parlait du confort, mais ce n'était pas le même confort apparemment, et c'est le confort qu'ils pouvaient percevoir à eux, ils s'imaginaient dans leur vie, et toi, tu veux leur faire toucher que ça peut être aussi ce confort-là. Très bien, mais ce que je veux dire, c'est que nous, comment, concrètement, on peut, je dis n'importe quoi, mais par exemple sur un sujet qui est un vaste sujet, ma prime rénov', comment on peut aider les gens, leur faire toucher du doigt que ce n'est pas forcément une usine à gaz, sans jeu de mots, mais c'est aussi quelque chose qui concrètement peut les aider. Est-ce que toi, tu as des partenaires, tu as des gens certifiés? On a l'impression que dans ce milieu-là, tu parlais un peu de greenwashing, on a effleuré le sujet tout à l'heure, mais on a vraiment l'impression que c'est quand même un sujet tendance où tu as plein de gens qui arrivent, tu ne sais pas d'où ils viennent, forcément, ils ne sont pas forcément tous labellisés, certifiés. Est-ce que toi, tu as des gens sur ce sujet-là qui peuvent nous aider au niveau local, au niveau national, et vers qui on pourrait se retourner, nous, pour faire notre petit bonhomme de chemin très concrètement? Tu vois, moi, je vais te prendre un exemple. Je viens de rentrer un bien sur Paris. Alors, Paris, c'est 70% de passoire thermique, hein, donc c'est pas très dur non plus. Le type, il était donc en C. Il a perdu 2 lettres. 2 lettres. Avec les nouvelles réglementations, parce que comme tu le sais, le DPE était avant sur facture, maintenant c'est évidemment une autre approche. Le type, il est vénère de chez vénère, quoi, et il comprend pas. C'est vrai que c'est compliqué de lui expliquer qu'en fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'isolation, par exemple, extérieure, il n'y a pas tout ça. Donc la prochaine étape, ça serait vraiment de l'accompagner de manière très humble et surtout inspirante sur ma prime rénov' auprès de gens qui tiennent la route. T'en as, toi, des gens qui tiennent la route dans la prime rénov'? Alors, typiquement, tu vois, quand je dis Faci Rénov' chez nous sur Bordeaux Métropole, c'est une société d'économie mixte qui a été montée par Bordeaux Métropole et qui fait l'accompagnement. Alors, je connais une autre entreprise dont j'ai oublié le nom, bien sûr, mais là, alors, il y en a une, c'est public, et l'autre, c'est une entreprise où ils font de la rénovation et ils offrent ce service-là dans leurs prestations. Potentiellement, ça pourrait être aussi la valeur ajoutée d'un agent immobilier de dire non, mais moi je fais la vente, mais je peux aussi vous accompagner sur ça. Ça, là pour le coup, il faut de la compétence et puis vous avez un nouveau business entre-temps. Voilà. S'il y a moins de biens à vendre, votre chiffre d'affaires il va baisser. Donc la question, c'est comment vous faites en sorte que votre business qui continue, potentiellement vous diversifiez. Et ça peut être un truc. Je vais vendre moins de biens demain, donc moins de chiffre d'affaires, mais par contre, je vais me diversifier, je vais faire en sorte de faire du conseil, justement, pour aller pêcher les subventions, ou pour faire du conseil en rénovation. Ça peut être un truc. Ouais. Voilà. Faci Rénov', je connais à Bordeaux, je ne connais pas toutes celles qu'il peut y avoir, mais moi, je constate que les collectivités locales sur la Nouvelle-Aquitaine ont quasiment, enfin, j'ai discuté avec 4, elles avaient toutes leurs agents publics qui s'occupaient de ça. Et là, il faut aller chercher. Ouais. Tu vois une main levée de la collectivité locale, c'est que c'est public. Donc, du coup, c'est pas un mec qui a un truc à te vendre. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est moins biaisé. Oui, il y a moins de conflits d'intérêt, on est d'accord. Est-ce que Patricia veut toujours s'exprimer? Je ne sais pas de quand date sa main levée. Écoute, Olivier, ça date de tout à l'heure, mais ce n'est pas un souci. J'ai quelque chose à rajouter. Excuse-moi. Non, parce que Laure a dû partir, donc c'est elle qui gère les mains levées. Et je reprends, la main. Voilà. Donc, pour répondre un peu à Ludovic sur ce qu'on peut faire concernant l'immobilier, il y a à peu près 2 ans et demi de ça, avec quelqu'un que va rencontrer virtuellement samedi prochain, Olivier, on a ouvert une agence où on roule en électrique, on fait 0 papier, une vente égale un arbre planté. Voilà, l'agence, elle a été complètement axée sur ça. Et donc, à notre petit niveau, eh bien, on peut quand même faire certaines actions. Et l'agent immobilier, c'est aussi des services. Et comme disait Ludovic, on peut très bien conseiller nos clients justement vers des entreprises qui privilégient les nouveaux matériaux. Et voilà, et je pense qu'à ce niveau-là, déjà, c'est bien si on arrive à faire ça en plus
que de vendre des biens. Voilà, c'était mon intervention. Le côté, c'est qu'en réalité, en faisant ça, vous allez vers la valeur. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'entre deux agents immobiliers, où celui qui ouvre la porte en disant ça, c'est les WC, et l'autre agent immobilier qui dit non, mais là, la rénovation, on peut faire ça, je peux vous. Il y en a un des deux qui n'est pas pareil. Il y en a un des deux qui n'est pas pareil. Et voilà. Et c'est faire prendre conscience aussi. Voilà, et c'est faire prendre conscience aussi d'une certaine façon. Et vous avez un rôle sociétal en réalité. Et Tout puis je pense que ce n'est pas inintéressant en plus d'un point de vue non, boulot. Non, bien au contraire. Oui, Voilà. tout à fait. Ça donne du sens. Oui. Merci Patricia. Sandrine, avec plaisir. Sandrine, tu voulais t'exprimer? Tu n'as pas encore parlé, Sandrine. Sandrine, tu nous entends? Allô, allô? Est-ce que Sandrine est là à l'autre bout du tuyau? Tu as la main levée, Sandrine. Et tu as carte blanche pour t'exprimer si c'est ton souhait. Sandrine, tu es là? Elle vient juste d'apparaître la main, c'est pour ça que j'ai pas. Voilà. Peut-être que tu as un problème de micro, je ne sais pas. Bon, écoutez les amis, on ne va pas abuser du temps de Ludovic, mais on va quand même beaucoup le remercier parce que il connaît super bien son sujet. On va dire qu'il est quand même drôle, même si c'est pas drôle son affaire. Non, on se marre bien. Avec Ludovic, on se marre bien. On ne se connaît pas depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un personnage très attachant et plutôt brillant. Donc, merci infiniment, Ludovic. N'hésitez pas à prendre contact avec Ludo. N'hésitez pas aussi, si vous voulez aller un peu plus loin avec les shifters, regardez, testez, venez à des conférences en vrai. Et je vous disais en introduction que Ludovic en a fait juste 75. Donc, on aimerait bien en refaire une. Pour tout vous dire, on a un partenariat au sein des petits génies avec l'ESPI. Et c'est comme ça qu'on devait d'ailleurs mettre notre ami Ludovic sur l'estrade. Pour des raisons d'agenda, ça n'a pas forcément pu être possible. Mais je pense qu'avoir 200 jeunes de l'ESPI dans l'amphi, plus vous tous, plus tous ceux qui viendront nous rejoindre, ça peut avoir pas mal d'impact. Et voilà, je me garde ça quelque part dans le coin de la tête. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Je dis l'ESPI, mais on a aussi un partenariat avec l'EMSI. On est plutôt bien en termes de partenariat au sein des petits génies et surtout au sein de LPGI. Donc voilà. Sandrine, tu nous entends ou pas? Ah, Sandrine, tu es là? Est-ce que je tente, je vais essayer de t'appeler, peut-être que tu as un petit problème. Voilà, si quelqu'un... Ludo, tu veux peut-être conclure, tu veux peut-être dire quelque chose, en fait Même si j'ai dressé un tableau qui est un peu noir, un tout petit peu, tout dépend de nous. Nous sommes le problème, nous sommes donc la solution. Ça, c'est important de retenir ça. Et il y a un autre point, si vous voulez rejoindre les shifters, il n'y a aucun problème. On a besoin de jus de cerveau parce que ce que l'on souhaite, nous, à chaque fois, quand on fait nos rapports, c'est d'avoir les meilleurs professionnels du secteur pour avoir les meilleures propositions. Nous, on souhaite faire avancer le débat public, mais pas cliver. Donc, vous pouvez, voilà, rien n'est écrit, vous pouvez nous rejoindre et faites passer le message. Et si vous avez besoin de support, de soutien pour faire passer le message, on est là. Sandrine, tu peux t'exprimer. Merci Ludo. Vas-y, tu avais une question, Sandrine, je crois. Oui, en fait, j'avais deux petites informations concernant la rénovation énergétique. Moi, je suis dans le 78 et on connaît quelqu'un qui fait des travaux, qui fait appel à des entreprises d'audit. Donc, on a eu droit à un audit général de la maison. On attend les propositions de rénovation. Et ces personnes qui font l'audit prennent en compte toutes les aides qu'on peut avoir aujourd'hui quand on fait de la rénovation. Donc, on attend un devis et on aura aussi une partie du devis où nous indiquera quels sont les organismes qui prennent en charge une partie de ça. Génial. Alors après, je n'ai pas encore d'autres informations. Je sais que ça ne peut passer que par des professionnels. Les personnes comme vous et moi ne peuvent pas passer par ces entreprises d'audit. D'accord. Et j'avais aussi une autre question, parce que je suis désolée, j'étais en rendez-vous, je n'ai pas pu avoir le début. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, dans l'audit de la maison où on a emménagé, se pose la question de la pompe à chaleur ou de la chaudière à gaz à condensation.
Et honnêtement, on a 50% de personnes qui nous disent la pâte et 50% qui nous disent la chaudière à gaz. Alors, je vais répondre par le boulon de 12. On a un tout petit sujet d'approvisionnement en gaz pour l'Europe demain. Et le demain est plutôt aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre approvisionnement en gaz dépend des Américains et que les Américains ont le choix entre vendre aux Asiatiques ou à l'Europe. Et donc, on va se retrouver, pour des raisons géopolitiques, en concurrence directe avec l'Asie. Donc, la question, c'est celui qui pourra payer le plus aura du gaz. Ça, c'est déjà une première contrainte. Et ensuite, il y a une deuxième contrainte géologique qui arrivera dans 10 ans, qui est la disponibilité du gaz qui va se réduire dans les 10 ans. Enfin, peut-être 15 grand maximum. Sur la pompe à chaleur versus le gaz en termes d'impact climatique, il n'y a absolument aucune photo. Il n'y a pas photo, d'accord? Il n'y a pas une étude scientifique qui vous dira que le gaz, c'est sérieux. Pas une, c'est pas possible. Voilà. Donc, et en plus, ça fait de l'emploi. C'est local. Donc, la pompe à chaleur est une vraie bonne solution. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout ce que je dis, c'est simplement des informations complètes. RTE le dit, donc Réseau de transport d'électricité, l'Agence internationale de l'énergie le dit, donc pas des lobbies. Je ne suis pas lobbyiste de la pompe à chaleur. C'est eux qui le disent, je ne fais que répéter. Super, après, merci. Des informations sur tous les sujets. Merci Ludo. On va tiens, elle nous redemande. Tiens. Oui, tu voulais ajouter autre chose, Sandrine? Ça en est au niveau de l'État. Moi, j'étais un petit peu étonnée de me dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas installer de panneaux voltaïques sur une maison, panneaux qui permettraient d'alimenter une PAC. Et je ne comprends pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller vers cette solution. Puisque les panneaux voltaïques nous créent de l'électricité, alors après, il faut un appareil spécial pour le transformer pour la PAC. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne se fait pas. Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Je suis étonné comme ça. Enfin, pour des raisons physiques, je ne suis pas complètement étonné, mais je n'ai pas regardé ce sujet-là, donc je ne saurais pas répondre. Ce qui est certain, c'est que la politique française sur les panneaux photovoltaïques, c'est l'autoconsommation. Donc après, quand on autoconsomme, on autoconsomme ce qu'on veut. Pour moi, c'est une réponse d'opinion, pour le coup. Donc la valeur scientifique est absolument doublement zéro. Mais je vois pas pourquoi, je vois pas ce qu'ils n'ont pas à se mêler de savoir comment on consomme notre électricité qui est produite. Mais... Bon, je regarderai l'histoire, mais... On est imposé aussi si on a une production d'électricité grâce aux panneaux voltaïques supérieure à, je sais pas, je pense les termes techniques, mais supérieure à ce que nous alloue EDF. Oui, tout à fait. C'est-à-dire on devient une entreprise. Quand on a trop de panneaux photovoltaïques, exactement, on devient une entreprise. Et donc, on peut avoir quelques mètres carrés. Alors, je ne sais jamais si c'est 6 ou 9. Voilà, désolé. Ou 9 ou 18, je ne sais plus. Mais au bout d'un certain nombre de puissance électrique que l'on peut produire avec ces panneaux, on devient une entreprise et pas simplement un particulier avec ses propres panneaux. En effet, ça là-dessus, il y a une vraie réglementation. Oui. Mais il y a de la marge quand même. Super, merci Sandrine. On a d'autres questions dans le chat. Les gestionnaires d'actifs sont-ils suffisamment formés pour faire en sorte de mener à bien tous les projets de rénovation? Non, aujourd'hui, on s'y prend à la bourre. Donc, on n'a pas travaillé la formation en amont. Il faut du temps pour former les gens, ne serait-ce ceux qui ont eu le bac il y a 20 ans. Non, il y a d'énormes efforts non, mais il y a d'énormes efforts de formation à faire. On a un gisement qui est énorme. Rendez-vous compte, 1 million de logements à rénover tous les ans. On fait 300 000 nouveaux bâtiments par an. Et la rénovation, c'est complexe à faire. Donc, le gisement d'emploi, il est juste gigantesque et on n'est pas prêt d'un point de vue emploi, mais ça peut se programmer. C'est-à-dire que ça peut... en 2 ans, on est capable de former plein de nouveaux étudiants. On peut faire de la formation professionnelle et en l'espace de 2-3 ans, on peut faire. Mais pour ça, il faut une réglementation qui ne soit pas trop contraignante au départ et qui se resserre à la fin. Dit autrement, une réglementation stratégique, c'est-à-dire une réglementation qui dit en 2030, je dois être là, je dois avoir tant de professionnels. En conséquence, j'ai un plan de bataille pour pouvoir les former.
Par contre, si demain la réglementation dit il faut faire c'est con et c'est comme ça, tout le monde pareil, en réalité, ça fait un appel d'air. Et là, ça fait de l'inflation parce qu'en réalité, il n'y a pas assez de professionnels pour faire. D'où l'importance de la planification et de la stratégie en réalité que l'on devrait avoir en France. Ok, super, merci. Gouverner, c'est prévoir, comme dirait l'autre. Oui. J'ai un autre élément pour terminer. Il parle du nucléaire et le nucléaire dans les énergies. Tu peux nous donner ton sentiment là-dessus? J'aime pas parler du nucléaire, même si je n'ai pas de problème avec ça. Quand on parle nucléaire, en réalité, on parle d'électricité. Et moi, je vous ai parlé d'énergie fossile. Aujourd'hui, on doit se séparer des énergies fossiles qui représentent 60% de l'énergie en France. Le nucléaire ne représente que 20%. Donc déjà, vous me parlez de quelque chose qui est très limité par rapport à la France. Si on veut parler nucléaire en disant c'est bien ou c'est pas bien, en réalité, il faut se poser la question de c'est quoi un réseau électrique? Quels sont les avantages et inconvénients de chacun des systèmes de production? Et ensuite, regarder quel est le moins pire ou quelle est la solution la meilleure. Je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas de solution meilleure. Voilà. Il n'y a pas de solution meilleure, il n'y a pas de solution idéale. Voilà. Et dans un monde à climat avec une forte dérive, c'est simple, il n'y a plus de système de production, quel qu'il soit. Donc c'est l'âge de pierre. Hein. Voilà. Les centrales nucléaires ne résisteront pas à un monde à 5 degrés. Voilà. Mais les éoliennes non plus, les panneaux photovoltaïques non plus, les barrages non plus, rien ne résistera. Donc en réalité, on aime bien stigmatiser et parler des énergies machin, c'est vachement bien. Le sujet, c'est quel est le monde que l'on veut en termes de production électrique. Quand on dit je veux un monde de 100%, avec que des énergies renouvelables, de type éolienne ou panneaux photovoltaïques, je vais donner un chiffre. En Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire que si on veut ce monde-là, il faut multiplier par 9 le nombre d'éoliennes sur la région. Je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, ce serait peut-être important de prévenir les voisins. Parce que je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui soient totalement d'accord pour avoir 10 fois plus d'éoliennes, 9 fois plus. Et donc, la question qui se pose par rapport au choix technologique, c'est quelles conséquences de ce choix technologique? Et ça, ce serait intéressant. Conséquences d'un point de vue financier, d'un point de vue impact environnemental au sens large du terme. Et là, on pourrait avoir un débat sympa, mais ce n'est pas une réponse en 2 minutes. Je suis désolé. Je peux faire un truc de 2 heures, si vous voulez. Pas de problème, mais voilà. Donc, en réalité, il n'y a pas d'énergie propre. Il n'y a pas d'énergie propre, c'est ça qu'il faut retenir. Et par contre, on est dans la mouise en termes de production électrique en France. Donc, il nous faut du nucléaire, il nous faut de l'éolien, il nous faut du solaire, il nous faut des barrages, il nous faut du biogaz, il nous faut tout. Sinon, on va avoir des blackouts. C'est pas moi qui le dis, c'est RTE. Pareil. Super. Bon, là, je crois qu'on y est, les amis. On a vraiment balayé beaucoup de sujets. Alors, c'est vrai que le côté empirique et trouver des conséquences ou des terrains d'application extrêmement concrets, ce n'est pas toujours le plus simple, hein, très honnêtement, parce que là, on est au niveau macro, évidemment. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le micro. Mais je crois qu'on a quand même donné des pistes à travers ce qu'a bien voulu nous livrer Ludo, mais aussi à travers vos interventions. Et je voulais sincèrement vous remercier parce que c'est ce que j'aime dans le débat public, c'est apprendre des autres. Une de mes phrases préférées, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, c'est quand j'avais fini mon doctorat, tout ça pour trouver ça, il faut quand même. Ma femme se fout de moi, je vous rassure. Hein. Mais elle m'a dit, c'est bien, tu as inventé l'eau chaude. Je lui ai dit oui. mais bon, c'est pas très grave. Au-delà de tout ça, je pense que c'est important de pouvoir avancer ensemble. Restons en contact sur les réseaux sociaux. Essayons de voir ce qui est possible de faire. Si vous, de votre côté, et ça, j'aimerais bien en entendre parler, vous avez des projets que vous menez à bien, je dis n'importe quoi, mais vous avez isolé votre maison par l'extérieur, vous avez fait quelque chose, vous avez apporté votre pierre à l'édifice, sans jeu de mots, eh bien, n'hésitez pas à venir nous en reparler. On sera content d'avancer. Il nous faut des rôles modèles dans cette route qui est devant nous. Et moi, je vois la route. Alors, je suis désolé, j'ai toujours, depuis que je suis gamin, vu la bouteille à moitié pleine. Alors, je ne sais pas si j'ai ma place dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais
je suis plutôt positif et je me laisse pas facilement par les Cassandres perdre un petit peu de ma bonne humeur. Donc on va la garder, cette bonne humeur, et c'est vraiment ce qui nous définit aussi. Je voudrais conclure là-dessus, ce qui nous définit chez les petits génies de l'immobilier. On a cette bienveillance, on a cette bonne humeur, mais on est beaucoup dans le partage. Donc encore une fois, si vous avez des avancées ou si dans vos discussions, dans vos rencontres, vous tombez sur des personnes inspirantes, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à taguer Ludovic, n'hésitez pas à faire progresser et par là même apporter votre petite contribution. Ça sera déjà un grand pas, un petit pas pour vous et un grand pas pour l'humanité. Je vous aime, je vous remercie. Merci Ludo. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous tous. Ouais, c'était très sympa Ludo. On en a pris un peu plein la tête, mais on s'y attendait. Bisous, bisous les amis. Beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. T'as été soft mon Ludo. Ciao. Merci. Bye bye. Bye bye.